Le 15 décembre 2020, Delphine Jubillard, une infirmière de 33 ans, disparaît sans laisser de traces à Cagnac-les-Mines, un petit village du Tarn. En quelques jours, l'affaire devient une énigme nationale. Une femme, mère de 2 enfants, s'évapore en pleine nuit, sans témoin, sans effraction, sans alerte. Très vite, les regards se tournent vers son mari, Cédric Jubillard, un homme au comportement déroutant, entre détachement et provocation. Mais à ce stade, aucune preuve directe, aucun élément matériel ne vient l'accabler. Alors pourquoi est-il rapidement devenu le suspect numéro 1? La réponse tient, en un mot, Anacrime. Derrière ce nom presque anodin se cache l'un des outils les plus puissants de la gendarmerie française. Un algorithme, une base de données, un système d'analyse criminelle capable de recouper des milliers d'informations, de les cartographier, de les hiérarchiser, pour faire émerger des scénarios cohérents là où l'humain se perdrait dans les détails. Dans l'affaire Jubillard, Anacrime n'a pas trouvé de sang, ni d'armes, ni de cadavres. Il a simplement mis à nu les incohérences. Et cela a suffi à faire basculer le cours de l'enquête. À l'heure où la justice cherche désespérément des réponses, où l'opinion publique s'interroge sur la frontière entre intuition policière et preuves scientifiques, l'affaire Jubillard soulève une question vertigineuse. Peut-on confier le sort d'un homme à une machine? Car si Cédric est aujourd'hui incarcéré, ce n'est pas grâce à un témoin clé ou à une trace ADN, mais parce qu'un logiciel a révélé ce que ces mots cherchaient peut-être à dissimuler. Une révolution silencieuse est en marche et l'algorithme pourrait bien être le nouvel enquêteur en chef de notre temps. C'est une nuit froide de décembre, dans une maison ordinaire d'un quartier pavillonnaire de Cagnac-les-Mines, que s'efface l'une des figures les plus énigmatiques de la France contemporaine. Delphine Jubillard, infirmière, mère aimante, épouse en instance de divorce, ne donne plus signe de vie à partir du 15 décembre 2020. Son mari, Cédric, est le premier à signaler sa disparition au petit matin. Il parle d'une promenade nocturne, d'une cigarette, d'une femme sortie dans l'obscurité en pyjama pour ne jamais revenir. Les forces de l'ordre réagissent immédiatement. Battus, fouilles, drones, chiens pisteurs, tout est mis en œuvre. Les habitants du Tarn se mobilisent, les voisins sont interrogés, les plans d'eau sondés, les premiers jours ressemblent à une course contre la montre, avec un espoir encore vif, retrouver Delphine vivante. Mais très vite, le doute s'installe. Aucun indice, aucune trace, aucun mouvement de carte bancaire ou de téléphone portable. Comme si elle s'était volatilisée. Et autour d'elle, un cercle familial qui semble dissimuler plus qu'il ne révèle. Cédric Jubillard, au centre de l'attention, intrigue. Sa personnalité déroute. Il se dit abattu mais reste sarcastique en garde à vue, plaisante parfois avec les journalistes, tient des propos ambigus. L'homme est décrit comme jaloux, instable, au comportement erratique. Il nie farouchement toute implication, mais ses explications varient, se contredisent. Le contexte conjugal ne plaide pas en sa faveur. Un divorce houleux, des tensions dans le couple, des disputes violentes rapportées par certains proches. Pourtant, il ne s'agit que de soupçons. Aucun élément concret ne permet de l'incriminer. À ce moment-là, l'affaire pourrait encore s'orienter vers d'autres pistes. Un amant jaloux, une fugue volontaire, un rôdeur, les enquêteurs peinent à établir un scénario. Les mois passent, l'affaire s'enlise, les médias s'emballent et le mystère Jubillard s'épaissit. C'est alors qu'entre en scène un acteur inattendu, Anacrime. Face au vide matériel, les gendarmes activent leur arme invisible. Un logiciel d'analyse criminelle qui n'a besoin ni de témoins ni d'aveux, mais seulement de données brutes. Et ce que les enquêteurs ne peuvent formuler avec certitude, l'algorithme va bientôt le démontrer avec froideur. Le récit de Cédric ne tient pas. Face à l'impasse dans laquelle se trouve l'enquête, les gendarmes prennent une décision stratégique. Faire appel à Anacrime, un acronyme pour analyse criminelle. Ce logiciel, souvent décrit comme une arme fatale de la gendarmerie, n'est pas un outil classique. Il ne résout pas les affaires à lui seul, mais il modélise des centaines, voire des milliers de données pour dégager des corrélations que l'esprit humain aurait du mal à synthétiser rapidement. Son efficacité a été prouvée dans des affaires médiatisées comme celle de Maëlys ou des Troadec. À présent, c'est au tour de l'affaire Jubillard de passer sous la loupe froide de l'algorithme. Le principe d'Anacrime est simple en apparence. Ingérer un maximum d'informations, appels téléphoniques, témoignages, horaires, déplacements, messages, habitudes de vie, puis les faire dialoguer. Le logiciel crée des frises chronologiques, des cartes de chaleur, des schémas de relations. Là où l'enquêteur voit des éléments épars, Anacrime voit une trame logique. Dans une affaire comme celle de Delphine Jubillard, sans témoin ni scène de crime, cette capacité d'organisation des données devient capitale. Dans les semaines qui suivent son activation, Anacrime commence à recouper des dizaines d'heures d'interrogatoires, les géolocalisations approximatives des téléphones portables, les échanges SMS, les déclarations des voisins et des proches. Chaque variation dans les propos de Cédric est saisie, horodatée, comparée. Chaque silence devient un événement, chaque contradiction, une anomalie.
Petit à petit, le logiciel trace un schéma dans lequel le mari apparaît comme l'élément central, le nœud de toutes les tensions et incohérences. Ce n'est pas qu'il désigne directement un coupable. Anacrim ne pense pas. Il relie. Il ne juge pas. Il souligne. Mais en révélant que les propos de Cédric ne concordent pas avec les horaires, les témoignages, les faits objectifs, l'algorithme suggère ce que l'enquête humaine n'osait formuler avec certitude. Le récit de l'époux n'est pas compatible avec la disparition de Delphine. En particulier, l'outil identifie des décalages horaires troublants entre ce que Cédric dit avoir fait et ce que les voisins ont entendu, notamment des cris dans la nuit. Il met en évidence l'invraisemblance d'un départ nocturne volontaire de Delphine, sans téléphone, sans vêtements chauds, sans motif. Il pointe le fait que son téléphone portable a été activé une dernière fois à une heure précise, qui correspond étrangement à une période où Cédric affirme dormir profondément. Loin d'être une preuve judiciaire en soi, Anacrim agit comme un révélateur de dissonance. Une lampe torche dans l'obscurité narrative que le mari a dressée autour de lui. Et ce faisceau de contradictions modélisées sera bientôt brandi comme élément central d'accusation. Car si la justice hésite, l'algorithme, lui, ne doute jamais. Lorsque les résultats d'Anacrim sont présentés aux enquêteurs, un sentiment glaçant s'impose, le puzzle prend forme et Cédric Jubillard est en son centre. Loin d'être un simple outil de classement, le logiciel a mis en lumière des contradictions flagrantes entre les déclarations du mari et les données objectives de l'enquête. Désormais, ce n'est plus une impression ou un soupçon diffus. C'est un faisceau de faits recoupés, datés, analysés, qui convergent vers un scénario terriblement cohérent. Celui d'un crime domestique maquillé en disparition. Parmi les éléments cruciaux, mis en évidence par Anacrim, figure notamment le fameux créneau horaire entre 23h et 4h du matin, moment supposé de la disparition. Cédric affirme être resté au lit après une dispute anodine, sans s'apercevoir de l'absence de sa femme. Pourtant, les téléphones portables révèlent une activité inhabituelle à ces heures. Des messages supprimés, une navigation sur des forums, des connexions à des réseaux sociaux, rien de décisif individuellement, mais dans l'ensemble, une temporalité incohérente avec le récit du mari. Anacrim fait aussi émerger une dissonance sonore. Un voisin affirme avoir entendu des cris perçants vers 23h30. Or, selon Cédric, il n'y a eu ni dispute majeure ni agitation. Ce genre d'écart pourrait sembler banal, mais lorsque les témoignages sont placés sur la frise chronologique générée par l'algorithme, ils deviennent des points de rupture dans le récit officiel. La carte relationnelle dressée par Anacrim montre aussi un isolement progressif de Delphine, des tensions familiales accrues et un comportement de plus en plus agressif de son époux, corroboré par plusieurs proches. Mais le plus troublant reste le traitement des messages envoyés par Delphine à ses amis et à son amant dans les jours précédant sa disparition. Ils décrivent un climat de peur, une volonté affirmée de quitter Cédric, une demande de protection implicite. En croisant cela avec le ton des derniers échanges entre les deux époux, le logiciel met en relief une montée de tension, une spirale émotionnelle qui s'achève brutalement le 15 décembre. À ce stade, les enquêteurs prennent conscience que l'algorithme ne se contente pas de pointer Cédric du doigt. Il trace un récit structuré avec des éléments factuels, temporels et émotionnels imbriqués. Un récit qui, bien que virtuel, devient plus solide que tous les témoignages hésitants ou les intuitions d'enquêteurs. Face à ce montage mathématique implacable, la pression monte pour procéder à l'arrestation. Le 18 juin 2021, Cédric Jubillard est interpellé à son domicile et mis en examen pour homicide volontaire sur conjoint. Son placement en détention provisoire est justifié par le risque de dissimulation de preuves et la solidité du dossier constitué, un dossier largement construit à partir des résultats d'Anacrim. Il n'y a ni corps, ni aveu, ni scène de crime. Mais il y a une accumulation de faits modélisés, une vérité algorithmique difficile à balayer. Le piège s'est refermé. Et même si la défense clame l'innocence de son client, un tournant s'est opéré. Désormais, Cédric Jubillard n'est plus un simple mari éploré. Il est le suspect numéro 1 désigné par la logique froide d'un système informatique. Le 18 juin 2021, au petit matin, l'annonce tombe comme un coup de tonnerre. Cédric Jubillard est placé en garde à vue, puis mis en examen pour meurtre aggravé sur conjoint. L'homme qui, pendant des mois, a nié toute implication dans la disparition de sa femme devient officiellement le principal suspect. Une arrestation sans aveu, sans corps, sans trace matérielle. Le fondement, un faisceau d'indices constitué par l'enquête traditionnelle mais surtout renforcée et mise en ordre par Anacrim. Cette mise en examen fait naître deux lectures opposées. Pour les enquêteurs, c'est une avancée majeure. Pour les avocats de la défense, c'est le symbole d'une dérive judiciaire. Maître Alexandre Martin, avocat de Cédric, le martèle dès les premières audiences. Il n'y a aucune preuve directe, pas même un élément matériel qui relie Cédric à une scène de crime inexistante. Pour lui, l'accusation repose sur des interprétations, des corrélations techniques tirées de l'analyse d'Anacrim, mais qui ne prouvent que rien.
Il insiste, on ne peut pas juger un homme sur la base de probabilités ou d'un comportement jugé étrange. Il rappelle que l'attitude de son client, sarcastique, parfois déplacée, ne constitue pas un aveu. Les magistrats, eux, défendent leurs décisions. Selon eux, les résultats d'Anacrim mettent au jour une accumulation d'éléments troublants qui, pris ensemble, rendent plausible l'implication de Cédric. La disparition inexpliquée, le contexte conjugal explosif, les messages de Delphine, les incohérences horaires, les zones d'ombre sur l'emploi du temps du mari, autant de pièces d'un puzzle qui, une fois assemblées par le logiciel, prennent une cohérence glaçante. La justice n'a pas de certitude, mais elle estime qu'il y a des charges suffisantes pour justifier la détention provisoire. L'opinion publique, elle aussi, se divise. Une partie des Français voit en Cédric Jubillard un homme instable, colérique, potentiellement violent, piégé par sa propre désinvolture. D'autres, en revanche, dénoncent une machine judiciaire aveugle fondée sur un outil informatique trop influent dans une affaire aussi grave. Certains juristes s'inquiètent. Peut-on vraiment incarcérer un homme sur la base d'un scénario produit par un algorithme ? Est-ce encore de l'enquête ou déjà une forme de justice prédictive ? L'affaire prend alors une dimension nouvelle. Ce n'est plus seulement le drame d'un couple brisé, mais aussi un débat de société sur la place des outils de l'art numérique dans l'instruction judiciaire. Anacrim n'est pas un juge, mais ses résultats influencent puissamment les décisions humaines. Il trace des lignes, organise les faits, donne un sens, et ce sens, s'il est mal interprété, peut précipiter des décisions lourdes de conséquences. Malgré tout, la machine judiciaire est lancée. Les demandes de remise en liberté sont systématiquement rejetées. Cédric reste en prison, muré dans son silence ou ses provocations. Il nie, mais ne convainc pas. Et dans l'ombre, Anacrim continue d'être l'argument central d'une accusation sans preuve tangible, mais à la logique implacable. Depuis son déploiement dans l'affaire Jubillard, Anacrim fascine autant qu'il inquiète. Ce logiciel, conçu pour assister les enquêteurs, s'est hissé au rang de protagoniste silencieux de l'enquête. Il est devenu, pour certains, l'arbitre d'une vérité rationnelle débarrassée des émotions humaines. Pour d'autres, il cristallise les dérives d'une justice trop dépendante de la technologie. Mais que vaut réellement Anacrim ? Et jusqu'où peut-il aller ? Développé par la gendarmerie nationale, Anacrim n'est pas une intelligence artificielle autonome. Il repose sur l'analyse humaine des données qu'il organise. Il collecte, agrège et hiérarchise des informations brutes. Appels, messages, emploi du temps, témoignages, horaires, déplacements, relations sociales. À partir de cette matière première, il génère des frises chronologiques, des cartes relationnelles, des graphiques de coïncidence, comme une immense toile où chaque détail peut révéler une faille. Sa force réside dans sa neutralité algorithmique. Il ne fait pas d'hypothèses, il ne croit personne, il relie les faits. Cela en fait un outil d'une efficacité redoutable dans les affaires complexes, notamment quand les protagonistes multiplient tant les versions contradictoires ou quand les éléments matériels sont absents. Dans le cas de Delphine Jubillard, Anacrim a permis de faire émerger une chronologie précise, de pointer des incohérences, de visualiser des tensions progressives et d'exposer la dissonance entre le récit de Cédric et les faits. Mais cette force est aussi sa limite. Anacrim ne distingue pas le vrai du faux, il ne fait qu'exposer des connexions probables. Il ne tient pas compte du mensonge stratégique, ni de l'émotion humaine, du silence protecteur. Il ne comprend pas, il ordonne. Ce sont les enquêteurs et les juges qui donnent sens aux données. Et là réside le danger, la surinterprétation. L'algorithme peut transformer une coïncidence en preuve implicite, une lacune en soupçon, un silence en culpabilité. Certains avocats dénoncent une forme de biais systémique. En concentrant l'analyse sur une hypothèse unique, ici, celle de la culpabilité de Cédric, les données peuvent être sélectionnées ou interprétées pour renforcer cette théorie au risque de négliger d'autres pistes. De plus, une fois qu'Anacrim a désigné un schéma plausible, il devient très difficile pour la défense de le déconstruire, tant l'accusation s'enracine dans un récit narratif puissant, renforcé par le sceau scientifique d'un logiciel. Autre limite, le manque de transparence. Les résultats d'Anacrim ne sont pas publics, ni systématiquement compréhensibles pour le grand public ou les jurés. Ils reposent sur des méthodologies techniques parfois opaques. Cela soulève une question cruciale. Dans quelle mesure un outil que personne ne peut vraiment contester ou auditer peut-il devenir une base d'incarcération ? Enfin, le cas Jubillard soulève une interrogation plus large. Faut-il repenser la place des outils de numérique dans la justice pénale ? Faut-il les limiter à des fonctions d'assistance ou accepter qu'ils deviennent des moteurs d'action ? Et surtout, comment garantir que l'humain reste au cœur du processus décisionnel ? Dans un monde où la donnée devient une arme, Anacrim est une lame à double tranchant. Elle éclaire les zones d'ombre mais peut aussi, si elle est mal utilisée, les noircir davantage. Et dans l'affaire Jubillard, cette lame continue de trancher l'opinion entre conviction profonde de sa culpabilité et doute irréductible. Dans un procès pénal, une vérité judiciaire n'est pas une équation à résoudre.
Elle repose sur l'intime conviction du juge ou du jury, nourrie par les éléments du dossier. Or, dans l'affaire Jubillar, cette conviction semble reposer pour une large part sur un socle mathématique, celui qu'Anacrim a contribué à bâtir. Mais peut-on parler de vérité quand elle est modélisée? Et surtout, cette vérité algorithmique peut-elle résister à l'épreuve du doute? Depuis son incarcération, Cédric Jubillar n'a jamais avoué. Il nie tout en bloc. Face au juge, il oppose des silences, des sourires, des provocations parfois. Sa stratégie de défense, selon ses avocats, repose sur une certitude. L'absence totale de preuves matérielles. Ni corps, ni sang, ni ADN, ni traces de lutte. Juste un faisceau d'indices, certes renforcé par Anacrim, mais qui ne permet pas, selon eux, d'écarter le doute raisonnable. Et ce doute, la justice doit en tenir compte, car la présomption d'innocence demeure un principe fondateur. On ne condamne pas quelqu'un parce qu'il semble coupable, mais parce qu'il l'est au regard de la loi. Preuves à l'appui. Or, dans cette affaire, tout repose sur une mécanique de probabilité. L'algorithme a pointé un récit suspect. Mais il ne peut dire ce qui s'est réellement passé. Il n'a pas vu le crime. Il ne peut affirmer que Delphine est morte, ni désigner avec certitude la main qui l'aurait tuée. Les magistrats d'instruction, eux, assument leur choix. Pour eux, le faisceau est trop cohérent pour être ignoré. Les résultats d'Anacrim s'articulent parfaitement avec les témoignages, les messages de détresse de Delphine, les tensions conjugales, l'absence d'autres suspects plausibles. L'hypothèse d'une fugue est jugée peu crédible, celle d'un tiers invérifiable, et la personnalité de Cédric, son narcissisme apparent, son agressivité verbale, son absence d'émotion, renforcent l'intuition des enquêteurs. Mais l'intuition peut-elle devenir sentence? C'est là toute la complexité du dossier. Les magistrats se trouvent face à un homme qui ne coopère pas, une famille qui se déchire, des enfants à protéger et une pression médiatique écrasante. Dans ce contexte, Anacrim n'est plus seulement un outil technique. Il devient un levier psychologique, une caution rationnelle à une décision difficile. Pour les partisans de l'accusation, la vérité mathématique révèle ce que la justice humaine ne peut prouver. Pour les défenseurs de Cédric, c'est au contraire une illusion de vérité, une mise en récit dangereusement persuasive, mais déconnectée du réel. Car tant que le corps de Delphine n'est pas retrouvé, tant qu'aucune preuve formelle ne relie son mari à un crime, le doute demeure. Et ce doute, même face à la puissance de l'algorithme, pourrait peser lourd au moment du procès. Car un juré, contrairement à une machine, peut être ému, troublé ou tout simplement sceptique. Il peut choisir de ne pas croire l'architecture parfaite dessinée par Anacrim. Il peut, en conscience, refuser de condamner sans corps, sans aveu, sans preuve. Alors que l'instruction touche à sa fin, l'enjeu du procès Jubillar s'annonce immense. Non seulement trancher le sort d'un homme, mais aussi statuer sur la place que doit occuper la technologie dans nos décisions judiciaires. Une nouvelle frontière s'ouvre entre justice humaine et vérité algorithmique, et l'affaire Jubillar pourrait en devenir un précédent. L'affaire Jubillar restera comme l'un des dossiers les plus troublants de la justice française contemporaine. Non seulement en raison de la disparition inexpliquée de Delphine, sans corps, sans aveu, sans témoin, mais aussi parce qu'elle marque un tournant silencieux dans les méthodes d'enquête. Pour la première fois, un homme a été mis en examen, incarcéré, puis renvoyé vers un procès d'assises, sur la base d'un récit reconstitué par un logiciel. Anacrim n'a pas résolu l'énigme. Il n'a pas révélé où se trouve le corps, il n'a pas vu le crime. Mais il a produit un récit plausible, rationnel, ordonné, dans lequel Cédric Jubillar apparaît comme le centre d'un schéma de dissimulation, de tension conjugale, de contradiction temporelle. Et cela a suffi pour que la justice bascule. Derrière la froideur des données, c'est une nouvelle manière de penser la culpabilité qui s'esquisse. Une justice qui ne se contente plus de preuves matérielles, mais qui fonde ses certitudes sur des probabilités croisées, des anomalies comportementales, des logiques de cohérence. Un glissement inquiétant pour certains, nécessaire pour d'autres. Reste que le doute, lui, ne se modélise pas. Il ne se quantifie pas. Il plane toujours. Et ce doute, le procès à venir devra l'affronter avec rigueur, humanité et courage. Cédric Jubillar sera-t-il condamné sur la base d'un algorithme? Ou le jury estimera-t-il que, malgré les indices, l'absence de preuves formelles impose l'acquittement? Une chose est sûre, le verdict ne tranchera pas seulement le destin d'un homme, mais aussi la manière dont notre société accepte, ou non, qu'un logiciel devienne le compagnon de route de la vérité judiciaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Votre fidélité et votre attention nous touchent profondément. Si ce contenu vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes, analyses et révélations. Pensez également à aimer la vidéo et à laisser un commentaire pour partager votre avis, poser vos questions ou ouvrir le débat. Votre voix compte et enrichit notre communauté. Activez la cloche pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo sort. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt pour de nouvelles vidéos toujours plus passionnantes.